Dans le monde d'Ordinary, près de la totalité de la population possède des capacités surhumaines, à des degrés de puissance divers et variés. Ces capacités permettent à leurs utilisateurs d'accomplir différentes actions, allant du Kamehameha au soin des blessures, en passant par la lecture de pensée. Néanmoins, le fonctionnement exact des capacités est peu connu. Nous allons donc étudier ensemble dans cet instant lore les règles régissant les capacités dans Ordinary. À travers 5 points différents, j'analyserai ces pouvoirs particuliers. J'essaierai d'être aussi exhaustif que possible, sans néanmoins trop m'attarder sur les capacités singulières, préférant consacrer des instants lore complets dans ces cas-là. Avant toute chose, je tiens à préciser que pour les besoins de la vidéo, je me suis avancé côté anglais afin de rassembler le plus d'informations possible. Il est donc probable que j'évoque certaines choses qui n'ont pas encore été abordées côté français. Je m'assurerai néanmoins de ne pas spoiler l'histoire dans la mesure du possible. Il est tout de même envisageable que certaines informations étant non essentielles à l'appréciation du scénario soient dévoilées, et je m'en excuse d'avance. Sans plus attendre, attaquons l'instant lore d'aujourd'hui. Les capacités dans Ordinary. Tout d'abord, il convient de définir ce que sont exactement les capacités. Les capacités sont des pouvoirs extraordinaires dont sont dotés la majorité des citoyens. La puissance du don détermine la place qu'occupe l'individu dans la société. Plus un homme est puissant, plus il sera respecté, estimé et influent. De plus, les pouvoirs sont héréditaires, puisque plusieurs membres d'une même famille peuvent partager la même capacité ou avoir différentes variations d'une même capacité. Et la puissance l'est également, en tout cas en partie. Les capacités sont la manifestation d'une énergie appelée aura, présente dans le corps de ceux qui en possèdent une. Ainsi, la plupart des capacités utilisent cette énergie sous forme pure, comme des tirs d'énergie, des soins, ou sous des formes différentes, comme une émission d'énergie mécanique, cinétique, thermique ou électrique. Visuellement, l'utilisation d'une capacité se manifeste de deux façons différentes. Dans un premier temps, les yeux de l'utilisateur brillent, signe que la capacité est activée et utilisable à tout moment. Dans un second temps, lorsque la capacité est utilisée, celle-ci prend la couleur des cheveux de l'utilisateur. Quelquefois, la couleur des yeux peut également teindre partiellement la capacité ou remplacer la couleur des cheveux. Un projectile sera coloré, un corps étant amélioré par la capacité sera nimbé d'un halo coloré également. Lorsque la capacité ne se manifeste pas physiquement, il peut arriver qu'une brume colorée apparaisse. Pour certaines capacités mentales, il n'y a aucun signe, mis à part des yeux brillants. Les capacités sont, comme dit précédemment, héréditaires. Il existe donc un gène dans l'ADN déterminant la capacité des individus. Lorsqu'une capacité est sollicitée, l'aura de l'individu se diffuse dans son corps, naturellement, potentiellement à travers des canaux. Celui-ci peut alors l'utiliser à volonté ou presque. L'utilisateur est limité par son potentiel, qui est sa puissance innée, et par sa maîtrise. Ces deux indices de puissance sont notés de 1 à 10. Si le potentiel ne peut pas être modifié naturellement, la maîtrise, elle, peut être améliorée, lorsque l'individu augmente la portée, la force, la précision, s'il fait preuve d'ingéniosité, s'il augmente la durée d'utilisation, ou diminue le temps de rechargement. En clair, lorsqu'il repousse ses limites. Il convient de noter qu'une capacité ne peut être utilisée qu'activement, et qu'un individu inconscient ne peut donc pas l'utiliser. Ainsi, un homme possédant une capacité d'auto-soin ne pourra pas soigner son corps meurtri s'il est assommé. Lorsque la capacité est utilisée, c'est de l'énergie qui est consommée, et utiliser excessivement une capacité affaiblit progressivement l'aura, comme on peut le voir avec Hélène. L'aura se reconstitue apparemment au cours du temps, sans action apparente de la part de l'utilisateur au cours du sommeil. Lorsque le niveau d'un individu augmente suffisamment, celui-ci obtient un effet passif. Celui-ci est toujours en lien avec sa capacité et peut même clarifier celle-ci. Par exemple, Arlo est invulnérable physiquement grâce à sa barrière, pouvant encaisser plusieurs coups de poing sans broncher. Remy peut détecter les circuits électriques à travers les obstacles comme les nounours en peluche grâce à sa manipulation de l'électricité. Et quant à Blake, son passif, nouvellement acquis, est une régénération accélérée. Comme expliqué par Ryu-chan, pour permettre à Blake d'émettre autant d'énergie en une fois, sous forme de laser ou d'onde de choc, son corps stocke un gros surplus d'énergie, qu'il obtient en dormant et en mangeant énormément. Désormais, son corps utilise passivement ce surplus d'énergie pour lui permettre de se régénérer plus rapidement que la plupart des gens. Ainsi, les passifs sont toujours liés à la capacité principale d'un personnage et peuvent préciser exactement le fonctionnement de celle-ci. C'est pour cela que la capacité de Blake était au départ nommée rayon d'énergie, et fut ensuite renommée émission d'énergie. Néanmoins, seuls les hauts niveaux possèdent des passifs. Le système de mesure standard des capacités situe les capacités sur une échelle de 1 à 10. Pour cela, on effectue un calcul simple. Comme dit précédemment, le potentiel et la maîtrise sont notés de 1 à 10. On multiplie donc le potentiel par la maîtrise, et on divise le tout par 10. Cela donne une valeur entre 1 et 10. Pour des raisons évidentes de simplicité,
Dans l'univers, seul le niveau global est dévoilé. Il existe 4 catégories dans Unordinary qui classent les différents niveaux en fonction de leur puissance. Les niveaux 1,0 à 1,9 sont appelés les bas niveaux, ou low tier en anglais. Les individus dans cette catégorie sont particulièrement faibles, font profil bas en société. Leurs capacités n'ont en général pas grand chose de spectaculaire. Socialement, ils sont méprisés, ils sont regroupés dans des quartiers précis. Ils représentent 30% de la population. Les impotents sont intégrés dans cette catégorie, leur puissance étant évaluée à 1,0. Les niveaux 2,0 à 3,4 sont nommés niveau moyen ou mid-tier. Constituant plus de 50% de la population, ce sont les citoyens lambda. C'est dans cette catégorie que l'on trouve la plus grande diversité en termes de capacité. Les niveaux 3,5 à 4,9 sont les niveaux élite ou elite tier. Ils sont certes très puissants par rapport au niveau moyen, mais sont plus rares, ne représentant que 12% de la population. Ils ont un contrôle exceptionnel de leurs capacités et occupent en général des positions démontrant leur autorité et leur prestige. À partir du niveau 5,0, les individus sont nommés haut niveau ou high tier. Très puissants grâce à une maîtrise quasi complète de leurs capacités, ils sont également les seuls niveaux à profiter d'effets passifs de leurs capacités. Leur puissance leur permet d'abattre les niveaux qui leur sont inférieurs sans trop de difficultés le plus souvent. On dit qu'un haut niveau est une armée à lui tout seul. Ils sont parmi les individus les plus respectés et les plus prestigieux dans la société, mais ne représentent que 2%. 2% de la population. À partir du niveau 6,0, les hauts niveaux intègrent une sous-catégorie et deviennent des niveaux divins, ou God Tier. Quasiment invincibles, maîtrisant à la perfection leurs capacités, un niveau divin ne peut être vaincu que par un autre niveau divin. La différence de puissance entre les niveaux divins et les niveaux inférieurs est énorme, et plus le niveau est élevé, plus la différence de puissance se creuse, créant des combats très déséquilibrés. Les statistiques sont un système de mesure des capacités à part. Les valeurs indiquées sur le graphique ne sont pas prises en compte lors du calcul du niveau global de la capacité, jusqu'à preuve du contraire. Le but des statistiques est d'indiquer avec plus de précision quel est l'effet des capacités et quel est leur potentiel d'utilisation. Pour cela, 5 statistiques sont utilisées. La puissance, la vitesse, la ruse, la récupération et la défense. Certaines statistiques sont effectivement claires, mais d'autres nécessitent une clarification. La puissance indique à quel point la capacité peut infliger des dégâts, que ce soit à l'environnement ou aux individus. La vitesse est un indice, non pas sur la vitesse à laquelle la capacité peut être utilisée, mais sur la vitesse à laquelle elle permet à l'utilisateur de bouger, que ce soit pour un déplacement, quand vous courez vite, ou bien pour utiliser rapidement vos membres pour attaquer. Barrage par exemple, une capacité permettant de donner de nombreux coups de poing rapidement, offre potentiellement une grande vitesse. La ruse sert à mesurer à quel point la capacité peut être imprévisible ou utilisée de manière créative. On suppose en général que si la statistique de ruse est élevée, un niveau plus faible aura tout de même une chance face à un niveau plus élevé, dans les limites du raisonnable tout de même. Un niveau moyen ne pourra pas tenir tête à un haut niveau. La récupération concerne plusieurs points. D'une part, elle indique à quel point la capacité peut soigner l'individu, mais pas seulement. Cela concerne la possibilité d'éviter le combat ou bien d'incapaciter l'adversaire pour lui enlever la possibilité de continuer le combat pendant que l'utilisateur récupère son endurance. Enfin, la défense indique très clairement à quel point la capacité peut protéger l'individu des attaques en créant des barrières ou en renforçant sa peau par exemple. Gardez à l'esprit que les statistiques n'ont aucune valeur numérique dans le calcul des niveaux et ne sont là que pour indiquer plus précisément l'effet et le potentiel d'utilisation d'une capacité. De plus, les statistiques évoluent énormément dans l'univers de Nordinary, et vous pourrez observer des statistiques plus ou moins récentes pour les personnages. Bien que les pouvoirs dans ce monde puissent être très puissants, les individus ne sont pas omnipotents jusqu'à preuve du contraire. Les capacités ont été différenciées très précisément et rangées dans 7 catégories différentes par les fans. C'est une classification non officielle qui est toujours en attente de confirmation ou d'infirmation par Ruru-chan, mais c'est probablement le classement le plus proche de la réalité. En premier, les augmentations. Ce sont les capacités affectant directement le corps de l'individu. Cela va de l'amélioration physique, comme la force, la vitesse, à l'altération du corps, obtenir une peau de pierre, manipuler la forme des cheveux, et même l'invisibilité. Les capacités dans cette catégorie sont assez courantes. Ensuite, vient la génération de construction. Une capacité de génération de construction permet de créer des objets physiques d'énergie et temporaires. De plus, les objets ont une forme assez simple. La création de barrières, de cordes énergétiques ou de disques rentre dans cette catégorie.
La génération de construction exclut jusqu'à preuve du contraire la génération d'entités conscientes. La création de projectiles est assez évidente. Une capacité de génération de projectiles permet de créer des projectiles, ce qui est très utile pour le combat à longue portée. La plupart des capacités de cette catégorie permettent en général de tirer ou de lancer des projectiles sur les ennemis, mais pas toutes. Il y a beaucoup trop d'occurrences du mot projectile dans cette définition. La manipulation quantique est assez large, puisque les capacités dans cette catégorie permettent de manipuler un aspect de la réalité elle-même. On pense évidemment à la manipulation du temps, des éléments, mais la création d'explosions à partir de rien rentre également dans cette catégorie. La capacité mentale affecte l'esprit de l'utilisateur ou d'un autre individu. Cela va de la lecture de pensée à la détection de mensonges, mais une capacité mentale peut aussi permettre d'avoir des visions du futur, immédiat ou lointain, ou de fouiller dans les souvenirs d'un autre individu. Les capacités médicales, enfin, permettent de se soigner, soi ou les autres utilisateurs, d'une façon ou d'une autre. Notons que les capacités médicales sont a priori les seules à avoir une couleur verte en permanence, quelle que soit la couleur de cheveux de l'utilisateur. Le dernier type de capacité concerne les métacapacités. Sous ce terme obscur et barbare sont regroupées chaque capacité directement affectée par celle des autres. On peut ranger sous cette catégorie la capacité de mesure, ici, qui permet de connaître le niveau d'un autre individu, ou la manipulation d'aura, qui permet de manipuler sa propre aura afin de copier la capacité d'un autre individu. J'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Ce sont les 7 types de capacités que l'on peut rencontrer dans Unordinary. Elles sont non officielles et prennent en compte tous les types de capacités rencontrés jusqu'à présent. On peut donc raisonnablement s'appuyer dessus. Néanmoins, les capacités ne s'utilisent pas complètement à volonté. Si la plupart des capacités peuvent être utilisées immédiatement, elles peuvent également être limitées par la puissance du don, la durée de celui-ci, la portée, la vitesse de réutilisation ou les usages possibles. On sait qu'un niveau moyen, pouvant se rendre invisible, ne peut maintenir l'effet qu'au maximum 15 minutes selon Aizen, et nécessite un certain degré de concentration. En revanche, un niveau élite ou un haut niveau peut repousser ses limites, et certaines capacités peuvent même affecter les autres utilisateurs. Selon les propres modes Aizen, c'est à partir du niveau élite qu'une capacité peut voir son effet étendu à quelqu'un d'autre. De plus, certaines capacités peuvent entraîner des contre-coups. Lorsque la barrière d'Arlo est brisée partiellement ou entièrement, celui-ci subit physiquement les dégâts, jusqu'à en cracher du sang. Quant à Seraphina, on sait qu'elle doit subir la douleur des blessures subies lorsqu'elle désactive sa capacité, selon ses propres mots. Enfin, les métacapacités peuvent également nécessiter une condition d'activation, puisqu'elles sont directement affectées par les capacités des autres. Il a été dit au départ que naturellement, le potentiel d'un individu ne peut pas évoluer. Néanmoins, on a pu observer dans l'univers différentes façons d'influer sur ce potentiel. Le premier moyen n'a pas encore été nommé officiellement, et la source n'a pas non plus été montrée. Je spéculerai donc sur sa nature. Son effet est d'affaiblir les capacités des individus visés, leur niveau étant divisé par 2. La façon dont il a été dessiné avec cet effet d'image négative peut laisser penser qu'il s'agit d'un genre de rayon, d'autant plus qu'il agit en silence sans réveiller les personnages endormis. Pour les besoins des vidéos, je le nommerai donc rayon restrictif, mais libre à vous de spéculer sur sa nature ou de proposer d'autres noms. Ce rayon restrictif est temporaire, comme vu au cours du kidnapping de Seraphina. On ne sait pas comment il fonctionne, alors on ne peut, là encore, que spéculer sur son effet concret sur le corps et l'aura des individus. Le deuxième moyen d'influer sur le potentiel d'un personnage est une drogue bloquant entièrement l'utilisation de la capacité, et ce, pour une durée a priori indéterminée. Je la nommerai donc drogue annihilatrice, et cette substance est introduite dans le corps d'un individu à l'aide d'une seringue et ne quitte pas naturellement le corps. Je me permets donc de spéculer sur l'effet concret de cette drogue, qui peut potentiellement bloquer les canaux à travers lesquels se diffuse l'aura pour empêcher celle-ci d'être utilisée, ou bien supprimer ou bloquer le lien permettant au cerveau de contrôler la capacité. Mais la suite du webtoon nous donnera le fin mot de l'histoire. Le troisième moyen de modifier le potentiel d'un individu est une drogue augmentant, cette fois-ci, la puissance de la capacité. L'utilisation de cette drogue multiplie le niveau d'un individu par 1,5 et entraîne une forte dépendance et ne dure que 2 heures. Cette drogue s'injecte également a priori dans le corps à l'aide de seringues. Pour cette drogue-ci encore, je n'ai pas d'explication concrète sur la façon dont elle augmente la puissance de l'aura, ni même si c'est exactement l'aura qui est amplifiée. Pour les besoins des vidéos, je me permets donc de nommer cette drogue amplificatrice, au mépris de toute traduction officielle.
Ce sont les 3 moyens actuellement connus pour modifier le potentiel des individus. Ces 3 technologies sont la propriété de 2 organisations criminelles différentes et opposées. La première organisation est probablement Ember, et elle possède la technologie amplificatrice. La deuxième organisation est l'organisation Spectre, et elle possède la technologie restrictive et la technologie annihilatrice. Ces 3 technologies ne sont pas connues du grand public, seulement des dites organisations, des super-héros qui les combattent, probablement des autorités, et désormais de certains élèves de Wellston y ayant été confrontés. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère avoir réussi à rassembler assez d'informations pour vous donner une vue d'ensemble exacte sur le concept des capacités dans un ordinary. Je me suis forcé à rester factuel et à ne pas trop spéculer. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider si vous faites du roleplay. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires ou à me prévenir si je me suis trompé à un moment ou que j'ai oublié ou survolé quelque chose que vous estimiez important en précisant les chapitres concernés, pour que je puisse ajouter ça à mes recherches. Je vous en remercie d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et à la prochaine. Ciao.